Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Joy, bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Comment tu vas? Je vais très très bien, ravie d'être ton invitée aujourd'hui. Moi aussi, je suis trop contente de t'avoir pour nos auditeurs. Joy et moi, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Je sais pas combien de temps, mais un peu plus d'1 an, je dirais. Oui. Et on a travaillé ensemble et sur le bilan de compétences et de l'accompagnement entrepreneurial. Donc, on commence à se connaître bien. Mais je vais quand même te laisser te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors je suis la fondatrice de Gold Digger. C'est un organisme de formation que j'ai créé il y a à peu près 5 ans et j'accompagne depuis cette période des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je les aide à valider leur idée de projet. C'est des fois on a une idée dans un coin de notre tête mais on n'est pas trop sûr de est-ce que ça peut fonctionner, est-ce que ça peut devenir une vraie entreprise. Donc je les aide dans cette partie-là. Et ensuite un autre truc que j'adore faire, c'est les aider à trouver des clients. Tous les entrepreneurs qui sont lancés, qui ont du mal à vivre de leur activité, j'adore les aider à générer plus de chiffre d'affaires parce que je suis une ancienne commerciale, donc j'adore partager tous mes conseils, mes techniques pour les aider à faire grossir leur entreprise. Qui est le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat et souvent la bête noire de beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est chouette d'avoir des gens qui aiment ça et qui peuvent du coup le partager. Mais tu vas pouvoir nous raconter tout ça en détail. On va d'abord faire un grand retour arrière. Qu'est-ce que tu faisais avant? Par quoi tu as commencé avant d'arriver à créer Gold Digger? Alors j'ai commencé par travailler pour l'industrie du luxe. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles pour des très grandes maisons, comme la maison Parfum Christian Dior, la maison Chanel. Toujours dans les divisions cosmétiques de ces entreprises. Tu sais, il y a souvent la mode, la joaillerie, les produits cosmétiques. Donc j'étais toujours sur les cosmétiques, parfums, maquillage, soins. Et j'ai eu différents postes, que ce soit à la formation ou au commerce. Donc formation, c'est aider les équipes de vente à mieux connaître les produits, former, faire en sorte qu'elles sachent délivrer des conseils sur les produits, des rituels beauté de ces maisons de cosmétiques. Et le commerce, bah, c'est générer plus de chiffre d'affaires. Donc j'ai commencé par ça. C'était un choix que tu as fait d'aller dans le commerce. Comment tu as décidé d'aller dans cette voie-là? Alors, déjà pour l'industrie du luxe, ça n'a pas été un choix simple. À la base, mon rêve, c'était d'être journaliste musicale. Donc tu vois, Ok. rien à voir avec l'industrie du luxe. Et en fait, pendant mes études, au moment où j'ai dû choisir mon master, je ne savais pas trop quelle filière choisir pour me spécialiser. J'hésitais entre la musique et voilà, d'autres filières. Et à ce moment-là, donc ça c'est une anecdote très perso, mais mon mari qui était déjà mon fiancé à l'époque, travaillait pour l'industrie de la musique. À l'époque, il n'en vivait pas vraiment. Et il m'a dit, tu sais, Joy, si on est deux à bosser pour l'industrie de la musique et si on est deux à galérer, qui va Hmm. payer les factures? Et en fait, cette phrase, elle a fait une espèce de déclic dans ma tête et je me suis dit, c'est vrai. Alors, on parle d'une époque, c'était il y a 15 ans en arrière. Il y avait une espèce de petite crise. Il y avait certaines industries qui se cassaient un peu plus la figure dont la musique. Il y avait pas forcément beaucoup d'embauches et pas beaucoup de programmes aussi universitaires pour apprendre à travailler dans ce Mhm. milieu-là. Et en fait, je me suis dit: «Bah non, je peux pas, moi, après 5 ans d'études, galérer. Je peux pas me lancer dans une voie un peu bouchée ou pas trouver de contrat et pas gagner d'argent». Donc en fait, j'ai pensé un peu différemment et je me suis dit: «Quelles sont les industries qui ne connaissent pas la crise?» Et là, Ouais, hop, le luxe, tu vois? Je me c'est suis dit: clair. «Voilà, il y a le luxe, ça ne connaît jamais la crise, il y a toujours des nouveaux riches, des nouvelles personnes qui, développent les maisons de luxe, ça perdure, c'est stable». Et donc c'est comme ça que j'ai pensé à faire mon master en management du luxe. Et dans le luxe, moi, j'aimais pas forcément toutes les divisions. Tu sais, tu as l'automobile, la joaillerie, je parlais de la mode tout à l'heure. Moi, c'était vraiment le parfum, les cosmétiques et je me suis dit: «OK, si je fais mon master en luxe, ça sera pour ensuite travailler pour des maisons Mhm. de parfums». Donc c'est comme ça que j'ai choisi cette voie-là. Et après le commerce, bah, écoute, moi, j'ai fait beaucoup de stages ou de jobs d'été dans la vente et j'ai toujours adoré être en contact avec les clients, les conseiller, leur proposer les meilleurs produits pour eux. Donc je sais pas, j'ai toujours eu des facilités et je me suis dit que le commerce, ça pouvait être intéressant aussi.
Donc ton choix, d'études avant le master était déjà orienté commerce? Pas forcément, j'ai étudié un peu de la communication, les relations presse, le management. Tu vois, c'était un peu large. J'ai Mmh. fait une école de commerce et en fait, t'apprends pas vraiment un métier. T'apprends des blocs Ouais. de compétences et après tu te débrouilles, tu vois. Tu découvres les métiers ensuite quand tu te lances. D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait des métiers autour de la formation. J'en avais jamais entendu parler. Moi, j'ai plutôt étudié voilà, la com, les relations publiques, le management. Et quand il a fallu trouver un stage de fin d'études, je suis allée sur le site officiel de Dior et il y avait stage formation. J'y connaissais absolument rien, mais j'avais tous les prérequis pour intégrer le poste et j'ai découvert le milieu de la formation en entreprise. J'ai découvert qu'il y avait des Ouais. entreprises qui avaient carrément des divisions formation à côté du pôle RH, etc., pour Mmh. former leurs équipes. Donc ça, je l'ai appris à 24 ans, tu vois. Ah énorme! Du coup, ouais, tu as fait ton stage de fin d'études. Bah, moi, j'ai fait mon alternance en service formation et du coup, moi, j'avais choisi les RH vraiment pour accompagner les collaborateurs à évoluer au sein de l'entreprise, donc le service formation des entreprises. Et c'est marrant parce que du coup, par 2 voies détournées, finalement, on a toutes les 2 été poussées, dans la formation, alors qu'on n'a Oui, pas du tout, à la base, les mêmes études, les mêmes envies. Et toi, du coup, tu étais plutôt, partie sur du journalisme, comme tu dis, avec tes études, la communication, tout ça. Et oui. finalement, ça a déjà bifurqué pendant les études. Donc comme quoi, on peut aussi se «réorienter» entre guillemets, pendant qu'on fait nos études universitaires aussi. Bah, par exemple, par rapport aux études, tu vois, j'avais commencé à étudier la communication et c'est en troisième année que je fais un premier stage en relations publiques et je me rends compte que ça n'est pas exactement ce que je veux faire. Tu vois, c'est vraiment en testant le métier pendant un stage que je me dis, OK, bon, attaché de presse, j'avais idéalisé ça pendant plusieurs années et finalement, Ouais. bon, ben, une fois en train de faire le métier, je me rends compte que c'est pas exactement ce que je souhaite faire. Donc, ouais, effectivement, déjà pendant les études, on peut se réorienter, ne serait-ce qu'en testant des métiers ou en découvrant d'autres. D'où l'importance de tester, que ce soit pendant les études ou après, mais ça on en parle notamment, bah, quand on faisait des bilans de compétences où on encourage les personnes à aller tester ou au moins rencontrer des personnes qui font le métier pour se rendre compte de la réalité terrain. Et surtout, quand on fait des stages, je sais que c'est difficile de trouver des stages selon les secteurs et tout ça, mais de chercher un stage potentiellement d'un métier que nous, on a vraiment envie de faire pour se rendre compte de comment ça se passe, pour de vrai. Les stages, c'est pas pour faire chier, c'est vraiment pour toi tester, en fait, et te rendre compte de ce que c'est que le vrai métier. Moi, je me souviens, j'ai fait mon stage, parce que j'ai fait un DUT, qui était gestion, administration, commerce, tu vois? Donc pas encore orienté RH. Alors je savais que je voulais faire des ressources humaines dès le début, mais j'ai fait un truc un peu générique, général. Et j'ai fait mes stages en RH, les 2. Et j'ai testé plusieurs trucs. J'ai testé au sein d'une grande entreprise, un pôle un peu stratégique où on faisait des people reviews, on essayait de développer les talents, et cetera. Et une société, d'intérim, donc rien à voir, vraiment 2 milieux différents. Et ça permet aussi de se rendre compte au sein de son propre secteur qu'on a choisi, bah, des différentes branches qui existent et si ça nous plaît ou pas. Donc c'est super chouette que tu aies pu tester et que tu te sois rendu compte, rapidement que c'était pas ça, quoi. Exactement, oui. Et donc ensuite, tu rentres dans l'industrie du luxe. Et qu'est-ce qui se passe entre le commerce, la formation dans le luxe et la création de Gold Digger? Alors, il se passe que déjà, j'adore ce que je fais. J'arrive chez Parfum Christian Dior, j'ai 24 ans. C'est l'expérience professionnelle la plus luxe de ma jeune carrière. Et je me rends compte que ben, je me sens bien, que je m'en sors bien, que tout se passe très bien. Enfin, t'imagines vraiment les bureaux dans une tour à Paris, des gens hyper bien habillés, bien parfumés, tout le monde est beau, tout le monde fait Moi, des beaux j'imagine le diable projets. s'habiller en Prada, dès que dès que tu m'en parles. Sans l'aspect méchant, Oui. franchement, ça a été hyper bienveillant. J'ai été ultra bien accueillie. Et donc, c'était vraiment le rêve. C'était le stage de rêve. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de faire une super rencontre. Ma manager de l'époque étudiait le coaching. C'est-à-dire que c'était une femme qui avait son rôle de manager, qui bossait comme une dingue au bureau. Et en parallèle de son job, elle faisait une école de coaching pour devenir coach. Et en fait, c'est elle qui m'a parlé du coaching pour la première fois. C'est un peu comme Ouais. la formation. T'as vu, j'ai Mmh. découvert ça hyper tard. Donc là, j'ai toujours 24 ans. Je n'ai jamais entendu parler de coaching. Il y a cette femme-là qui m'inspire énormément, que j'adore, qui me prend sous son aile, qui me parle tous les jours de sa formation de coach. Et là, je m'y intéresse. Je me Mmh. dis, tiens, c'est pas mal, c'est différent de la formation. Et je me rends compte que bah, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire. Sauf que je suis face à un problème. Euh, c'est que je sors d'un master. Donc j'ai déjà 5 ans d'études dans les Mmh. pattes. Et puis coach, voilà, c'est un métier qui ne s'improvise pas. Il vaut mieux se faire former. Donc déjà, je suis en train de me dire, OK, je sors de 5 ans d'études. Est-ce que là, j'ai l'énergie de reprendre une formation maintenant? Et puis, il faut des sous.
À l'époque, Ouais. les formations qui m'intéressaient, on était sur du 6-7 000 € et je pense que les tarifs ont largement augmenté, depuis. Et en fait, quand tu viens, d'une école de commerce, en plus, à Monaco, Ouais. voilà, papa, maman ont largement contribué. Moi, je me sentais hyper mal, en fait, de dire à mes parents, bah, là, après les 5 ans d'études que je viens de faire, j'ai enfin la révélation sur le métier que je veux faire, tu vois? Ouais. Je me sentais mal à l'aise de dire, «Je veux reprendre mes études» et cetera. Donc en fait, le coaching, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, mais je me suis toujours dit: «Un jour, tu feras une formation, un jour, tu deviendras coach» et en gros, il s'est passé 5 ans entre le moment où j'ai découvert le coaching et au moment où j'ai, été, formée, où j'ai pu m'offrir, cette formation. J'ai attendu, voilà, qu'il y ait un petit creux, un peu plus de temps et un peu plus de ressources financières, pour pouvoir, me lancer, quoi. Donc tu vois, il s'est passé 5 ans et pendant ces 5 ans, bah, moi, j'ai continué à travailler dans l'industrie du luxe, donc chez Dior pendant, quelques temps. Malheureusement, j'enchaînais les contrats précaires chez Dior, Ouais. beaucoup de CDD. Alors il y avait une restructuration, donc c'est vrai que j'avais déjà de la chance de rester sur mon poste. J'avais de la chance de ne pas faire partie des gens qui, étaient remerciés à la fin de leur contrat, mais ça Bon, donc n'empêche que finalement, le luxe connaît la crise aussi, du coup? des remaniements. Tu sais, dans Ouais. l'entreprise, bon, bah, on change, on a tel pôle et puis finalement on le Mmh. fusionne avec tel autre et donc il y a des têtes qui sautent et des postes qui sont créés. Donc moi, j'ai pu rester, mais beaucoup en CDD et mon mari, en fait, à ce moment-là, il me dit: «Écoute, moi, j'ai un projet, professionnel, je peux aller, lancer ma carrière en Australie» Ah et oui. ouais et en fait, moi, j'avais pas du tout imaginé un jour partir en Australie. Ça faisait Ouais. absolument pas partie de mes plans. C'était même pas dans ma top liste, de voyages, tu vois? Lui, je savais que ça faisait partie un peu de ses grands rêves et à l'époque, il devait partir en Australie avec un ami à lui, musicien. Finalement, le voyage ne se fait pas avec cet ami et il me dit: «Je suis tout seul, j'ai peur que le projet ne se fasse pas. Est-ce que je me sens OK de partir seul?» et cetera et là, je lui dis: «Bah, écoute, si tu veux, je t'accompagne, mais on va faire un deal. J'attends la fin de mon contrat chez Dior. S'il me propose un CDI, je reste parce que, bah, c'est ce dont je rêve depuis, Mmh. très longtemps et puis de toute façon, ça veut pas dire qu'on va pas se retrouver. On peut être à distance et puis tu reviens, tu lances ta carrière et on continue après notre vie, à Paris. Par contre, si j'ai encore un CDD, je te suis». J'ai eu un CDD et je Ah! suis partie en Australie et donc je Le suis partie en destin. Australie. Ouais, carrément. Et Donc donc là, donc tu refuses le CDD et tu oui. t'en vas, mais tu as pas de plan? Professionnel, du moins? J'ai 0 plan. Par contre, mon mari, lui, a un plan. Il part, Mmh. à l'époque, donc lui, il est producteur de musique. Il signe un contrat avec Universal Music. Il part dans des très bonnes conditions, lui, en Australie. Moi, j'ai pas de plan et je t'avoue que, bah, c'est chaud parce qu'en fait, l'Australie, c'est son projet à lui. Mmh. Moi, j'aime bien prendre des vacances, mais en fait, tu sais, je suis au démarrage de ma carrière et en fait, je suis hyper frustrée, Ouais. d'arrêter net ma carrière, quoi. J'ai, 25 ans à l'époque, je vais sur mes 26 ans et je suis très frustrée parce que mon mari, lui, a des projets. Tous les jours, il travaille. Moi, je regarde les kangourous, je suis à la plage, c'est très chouette, mais j'ai Ouais. envie de développer ma carrière, quoi. Il y a un Oui, moment, c'est j'ai assez eu un limite, quoi. Une ouais, semaine, 2 semaines, 1 mois à la limite pour bah, découvrir là, vraiment un autre c'était pays, mais après c'est long. 6 mois. Ouais. Ouais, voilà, 6 Lui mois lui là-bas, il de partait break. 6 mois? Lui, on est partis moi, je suis restée 1 an en tout. Finalement, je OK. suis restée plus longtemps que lui. C'est ça qui est, Ah! marrant. Parce que j'ai eu un job finalement. Mais non, on était partis, ouais, pour rester 1 an. On avait un visa, OK. d'1 an. Lui, il est rentré plus tôt parce que sa carrière a décollé en France, il est rentré. Mais ouais, pendant 6 mois, moi, j'ai bien zoné et finalement, j'avais l'intuition qu'il allait se passer des trucs à Melbourne. J'avais tous mes collègues de Dior qui m'avaient offert un petit, livre sur Melbourne parce qu'ils savaient que je partais en Australie et je sais pas, j'avais ce livre, dans mes affaires, je le regardais tous les jours et je me disais: «Mais je pense qu'il y a un truc pour moi à Melbourne» et j'ai atterri, à Melbourne, quelques mois plus tard et j'ai eu un poste de commercial et je pense que c'est aussi ça qui, m'a aidée, plus tard à façonner, Gold Digger mais j'ai eu un poste de commercial, en Australie et donc Bah, voilà. dis donc. Dans l'industrie du luxe encore? Ouais, en fait, Waouh! c'était une marque de boissons, très premium, qui ne se vendait que dans les hôtels de luxe, donc 5 étoiles et plus. Et donc moi, j'étais Sympa. commerciale et c'est vraiment le job de rêve, tu vas halluciner. Hem, Tous les mois, je devais aller dans des différents pays que j'avais, sous ma responsabilité, voilà, pour aller promouvoir, mes boissons. C'était des jus de fruits. Donc j'étais responsable des marchés, Asie du Sud-Est, Australie, Pacifique, Moyen-Orient. Donc le premier mois, on m'emmène à Dubaï, Abu Dhabi et Singapour. Le mois d'après, je fais Bali, puis après je fais, Et tu vas du coup le Vietnam. dormir dans les hôtels, de tes clients?
Non, alors non, j'allais pas dormir vraiment, chez eux, mais par contre, tous les jours, j'étais, habillée en tailleur et j'allais dans des hôtels 5 étoiles avec ma petite mallette, mes jus de fruits, promouvoir, les gammes de produits et leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils devaient rentrer nos gammes, dans leurs hôtels, que ce soit dans les mini-bars, dans la partie spa, Mmh, des hôtels, pour, leur clientèle, quoi. Donc voilà, sympa. je ouais, franchement hyper sympa. Tu es dans un monde, de luxe. Tu as 30 minutes pour, vendre tes produits donc voilà, créer du lien avec des gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'attendent pas parce qu'eux, leur Mmh. business, tourne, hein, sans toi, sans ta marque et donc voilà, c'était vraiment, toujours sortir de sa zone de confort, voyager dans des pays où j'étais jamais allée, quoi. Je ne connaissais ni la culture, ni les gens, ni rien du tout et j'ai passé comme ça 6 mois, le temps de mon contrat de travail, à sortir, de ma zone de confort, à me challenger et j'ai adoré. Trop bien. C'est Mmh. hyper inspirant pour le coup, parce que ouais, c'est grosse sortie de zone de confort et puis ça doit être très formateur aussi. Très formateur parce que tu es face, alors tu sais, moi, dans le luxe à Paris, j'étais, face à une clientèle de femmes. Là, dans les hôtels, les Ouais, managers, 100 des personnes que j'ai rencontrées étaient des hommes. À c'était la déjà ouais. gestion, ouais. Ou alors je rencontrais les chefs ou les, chefs, barman pour proposer, Mmh. mes boissons pour, de la mixologie et cetera. Et en fait, ouais, tu es face à une clientèle, masculine qui a pas de temps à perdre, donc faut, les convaincre rapidement, mais en même temps tisser du lien parce que voilà, le luxe, c'est aussi ça. Donc ouais, non, c'était, hyper formateur, ouais et dans un contexte magnifique. Enfin, quand je Mmh. raconte à mes amis, bah, je passe des semaines à Bali, je vais en Nouvelle-Zélande, enfin, tu vois? C'est dingue. Quand j'y repense, c'est une opportunité, incroyable que j'ai eue, quoi. Ouais, c'est Je pense fou. que c'est l'opportunité la plus, folle dans le salariat, clairement. Ouais, franchement, c'est hyper inspirant en tout cas, ça donne envie. Mmh. Et du coup, après, le contrat se termine et tu Ouais. décides de rentrer en France? Alors, je perds mon visa de travail. Ah, Oui. En fait, à la base, lorsque j'ai signé mon contrat, moi, j'avais un visa de 1 an pour rester dans le pays. Je pouvais travailler maximum 6 mois chez un même employeur et si l'employeur voulait me garder, il devait me sponsoriser. OK. Mon employeur, c'était une petite structure. La RH qui était là lorsque j'ai signé mon contrat est partie. Personne ne s'est occupé à temps de mon Mmh. sponsoring. Donc arrivée à la fin de mes 6 mois, moi, j'ai plus de permis de travail. Et là, le dernier jour, mais vraiment, c'est comme dans les films, c'est horrible. Le dernier jour, je rentre d'un voyage, en plus à Perth, enfin, je suis complètement décalée. Voilà, je sors de l'avion à 6 heures du mat, à midi, j'arrive au bureau et on me dit, ben, c'est ton dernier jour de travail. Tu as 2 options. Soit tu rentres en France et ciao, Mmh. soit tu attends qu'on débloque ta situation. Sauf que la réalité, c'était que je n'avais aucune date de retour pour la prise de mon poste. J'étais sur un poste de commercial, donc en fait, si tu t'absentes, ton business il est mort. Enfin, ça faisait Mmh. que 6 mois que j'étais, sur mon poste. C'était absolument pas le moment de m'absenter, de, briser des relations qui étaient en train de se construire avec, mes partenaires. Ça voulait dire que j'allais reprendre, de zéro. Ça allait donner une très mauvaise image, de l'entreprise, mais au-delà de l'entreprise, de moi. Enfin, je suis, C'est le une visage personne de qui l'entreprise, ouais. ouais et puis je suis une personne qui n'a pas de papier, en fait, finalement. Oui. Voilà, je suis quelqu'un qui travaille, illégalement, enfin ou en tout cas qui n'a plus de situation, pour rester dans le pays et en fait, moi je pouvais pas me permettre de ne pas avoir de travail pendant X mois parce que, ben, pas de rentrée d'argent, enfin l'Australie c'est extrêmement Ouais. cher. J'avais un appartement, j'avais, une vie sur place et donc là on me coupait clairement les vivres et il y avait une autre problématique, c'est qu'en Australie, l'immigration est choisie. On ne prend pas n'importe qui dans le pays. Mmh. Attention, on va prendre, des géologues, des gens avec des expertises hyper pointues, des chercheurs. Par contre, la commerciale, ils en ont point chez eux. Mmh. Donc même si je soumettais un dossier pour le sponsorship, ça voulait pas dire que ça allait être accepté. Parce que je ne faisais pas Ouais. partie de la liste des métiers, les plus, Recherché. recherchés. Donc en fait, en plus d'attendre, me retrouver, sans situation financière, dans tous les cas, il fallait que je quitte le pays parce que mes 1 an de visa étaient finis. Ouais. Je faisais quoi? J'allais me cacher où? À Singapour? Enfin, on me l'a proposé, hein. Va te planquer Ouais. à Singapour. Bah non, en fait et surtout, ouais, j'avais peur d'essuyer un refus au bout de tant de mois d'attente, quoi. Oui, c'est la situation était pas dans tes mains, quoi. Non et puis, bah, moi, j'avais donné confiance à l'entreprise. L'entreprise aurait dû faire le sponsorship, à temps. Ils l'ont pas fait et puis, ben, voilà, si j'avais eu le sponsorship, j'aurais eu un permis de travail. Mais encore une fois, ma vie dépendait de cette entreprise. Le jour où ils Mmh. décident de me lâcher, moi, je dois rentrer, presque du jour au lendemain, dans mon Ouais. pays. Donc en fait,
J'avais l'impression que rien n'était sous mon contrôle, ça me faisait peur. Et mon mari était rentré en France à ce moment-là pour sa carrière. Il venait de me Oui, demander en c'est ce que j'allais mariage. te demander, au-delà de la situation qui était, pas dans tes mains et que potentiellement, si tu restais, c'était plus précaire. Toi, à ce moment-là, tu avais envie de rester? Ou tu avais plus envie de repartir et de retrouver ton mari qui venait en plus de te demander en mariage? Eh ben, on espérait en fait que ma carrière à moi se stabilise, que j'ai le sponsorship pour que lui fasse décoller sa carrière en France et qu'il revienne en Australie. OK. On Donc adorait vous l'Australie. projetiez quand même en Australie à 2, quoi? Ouais, ouais, on se projetait en Australie. Mais bon, du coup, pas du tout. Lui, il a plus son visa puisqu'il a épuisé son visa. Moi, je suis en train de perdre le mien. Lui, sa carrière d'école en France. Quand je dis que sa carrière d'école en France, c'est que sa musique passe en radio. Il a une tournée où il va jouer à l'Olympia. Enfin voilà, lui, il doit être en France. Il ne peut plus Ouais. rentrer comme ça en Australie. Il vient de me demander en mariage et bah du coup, je me dis ok, c'est pas grave, ben je rentre en France quoi. Donc j'ai fait un déni, c'est-à-dire OK. que je me suis confortée. Je me suis dit que c'était une très bonne chose de rentrer en France, que j'allais retrouver tout le monde. Ça faisait 1 an que j'étais en Australie, j'allais retrouver ma famille. Mais en fait, j'avais les boules, clairement. Et Bah oui. voilà, le déni s'est transformé en espèce de frustration quelques mois après, parce que je suis retournée à Paris et je suis retournée chez Dior. Voilà, Ah! Il t'avait attendu finalement. pour un autre CDD. Voilà, exactement. Quand ils ont su que j'étais rentrée, j'ai eu la chance, hein, c'est quand même une sacrée chance hein, quand tu refuses un poste dans une telle maison de Ouais. luxe et qu'on t'attend pour un poste suivant 1 an après. Enfin voilà, non, franchement, j'ai eu énormément de chance. Mais la frustration, tu vois, de revenir à un point de départ. J'avais Ouais. quitté Paris, j'avais quitté cette entreprise-là pour essayer de déployer mes ailes. Et puis ben, finalement, donc, je reviens là, sous la grisaille parisienne, quasiment en hiver, alors que j'étais sous le soleil de Melbourne. Donc ouais, beaucoup de frustration. Ouais, et il faut reprendre ma carrière dans le luxe. Du coup. Et à ce moment-là, c'est toi qui vas les chercher, Dior, ou c'est eux qui viennent à toi? Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose que tu choisis malgré tout? C'est plus ou moins eux qui viennent à moi. C'est-à-dire que je dis que je suis rentrée et là, on me dit: «Bah, tiens, il y a, une personne qui s'absente, des effectifs, est-ce que tu veux prendre son poste?» Et en fait, je t'avoue que, j'ai quand même toujours aimé cette entreprise. C'est sûr que j'aurais aimé, une évolution, mais on me tend les bras Mmh. à un moment où je n'ai pas d'emploi, où j'ai besoin d'argent. C'est Parfums Christian Dior, donc voilà, Bah c'est oui. c'est c'est noble. J'ai quand même des très bons souvenirs dans l'entreprise, donc voilà, malgré le fait que j'ai l'impression de revenir à un point de départ, je suis quand même soulagée. Ouais, bah oui, ça te ramène quand même une certaine stabilité et puis c'est quand même aussi valorisant, comme tu le disais, mine de rien, qu'on ait toujours envie de travailler avec toi, alors que, c'est toi qui es parti et qui a dit non au dernier contrat. Donc, c'est quand même hyper valorisant qu'on veuille toujours, Oui. te recevoir et puis surtout sur du luxe où je sais pas pourquoi moi je me dis ça c'est un marché qui est difficilement atteignable, le luxe. Donc je me dis, je sais pas, cette opportunité de pouvoir y retourner, c'est quand même, bah, c'est quand même une belle preuve aussi de toi et de tes valeurs et de tes compétences et que ça Oui, ça avait bien marché, quoi. Donc c'est voilà. valorisant quelque part. Mais bon, on fait pas une carrière que là-dessus non plus, quoi. Il faut aussi, s'épanouir. Je m'épanouissais puisque le poste qu'on m'avait proposé était une petite évolution, de ce que j'avais déjà fait. Là, je me spécialisais sur le parfum, j'étais au central. Le central, c'est vraiment là où toutes les décisions, qui sont prises. J'ai pu assister à des réunions avec, à l'époque, François Demachy qui était le créateur, le nez de la maison. Donc là, tu arrives dans les secrets de la Mmh. maison, tu vois un nez en train de sentir, différentes, notes pour composer ses parfums. Enfin là, tu touches à la magie de la maison, la création. Euh, donc non, franchement, j'ai eu de la chance et ça me faisait encore rêver. J'ai travaillé avec une autre manager, d'autres équipes, donc j'ai encore grandi. Oui, je regrette pas. C'était juste cette frustration d'être partie comme ça de l'Australie. J'aurais aimé que ça Ouais se fasse différemment. et du coup, là, le coaching est toujours dans ta tête? Oui, le coaching est toujours dans ma tête, mais tu sais, quand tu prends un nouveau poste, bon ben, t'es lancé, Oui. tu fais ta prise de poste, tu bosses beaucoup, donc c'est toujours dans un coin de ma tête, même en Australie, hein. Tu sais qu'en Australie, j'ai failli intégrer une école de coaching, puisque bah, pendant ces 6 mois où voilà, je voyageais, je me suis dit, c'est peut-être le moment. Et puis, le jour où je vais pour déposer mon dossier dans une école de coaching, c'est là où j'ai mon poste de commercial. Donc, le Ah! choix est vite fait, je Ouais. prends le poste. Mais oui, c'est toujours dans un coin de ma tête. Et en fait, je continue ma carrière comme ça dans le luxe. J'intègre les effectifs ensuite de Chanel quelques années plus tard. Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est un petit peu avant d'intégrer des effectifs de Chanel que, j'ai le temps, j'ai l'argent pour me lancer dans une formation, de coach. Et alors là, c'est deuxième révélation, je fais enfin ce que j'aime.
Je suis douée pour, je me sens bien, je me sens alignée, j'apprends à coacher, je me fais coacher, donc je travaille Mmh. énormément, sur moi et tout ça en parallèle de mon poste chez Chanel jusqu'à ma certification. Et bah, dis donc, ça fait beaucoup d'un coup quand même, hein? Ouais. Ça fait Et tu avais quel poste là, à ce moment-là, chez Chanel? commercial. En gros, ils appellent ça responsable engagement client, mais on va dire commercial. J'étais sur le secteur de Saint-Tropez et tu sais, la marque, enfin la maison Chanel, vend ses produits cosmétiques dans des enseignes comme, Sephora, Nocibé, Marionnaud et donc moi, j'avais 21 points de vente comme ça, dans mon périmètre et je passais dans les Mmh. magasins pour vérifier qu'on fasse du chiffre d'affaires, que les employés, soient formés aux collections, qu'on ait, vraiment une super image dans les points de vente. Donc, c'était, assez prenant, mine de rien. Bah, oui, j'imagine. Et en fait, en parallèle, ouais, 3 jours par mois, j'allais à Aix-en-Provence pour, apprendre, le coaching, quoi. Donc, ouais, c'était une Et sacrée donc époque. là, tu apprends avec cette, déjà cette volonté de te dire: «Bah, une fois que je serai certifiée, j'en ferai un métier», ou d'abord tu te dis: «Bah, voilà, déjà je vais assouvir cette envie d'apprendre le coaching qui est là depuis 5 ans». Enfin, Oui. quel est un peu l'état d'esprit dans lequel tu évolues là, avec tout ça? Alors, je sens que je monte, en compétences. Clairement, avec le coaching, je deviens plus fine dans mon écoute, dans la façon d'accompagner les gens. Par contre, les compétences que je développe ne sont pas celles attendues pour mon poste chez Chanel. Mmh. Donc il commence à y avoir une frustration. C'est-à-dire que j'apprends des choses, mais je ne les exploite absolument pas dans mon quotidien chez Chanel. Ce que je fais à ce moment-là, je me rends compte aussi qu'il y a des facettes de mon poste qui commencent à m'ennuyer très rapidement chez Chanel. C'est comme si je me sentais un peu à l'étroit parce que je commence à prendre de la pleine puissance. Mmh. C'est pas ma première expérience professionnelle, j'ai déjà vécu des choses, j'en ai sous le pied et le poste qu'on me propose est très, normé. Je suis pas la seule dans l'entreprise à le faire, je crois qu'on est 80 à l'époque. Donc c'est très encadré et moi, tu sais, je me sens un peu, à l'étroit, quoi. Tu vois, je te fais Enfermée. ce geste, ouais, Mmh. ouais, j'en ai sous le pied et clairement, on me demande pas d'exploiter, la palette de compétences que j'ai et je me sens un peu frustrée. Donc en fait, j'attends une évaluation annuelle, voilà, avec ma manager pour voir s'il y a des opportunités, d'évolution. Mais ça fait même pas 1 an que je suis dans la boîte. Donc Mmh. clairement, on me fait comprendre que ça sera pas C'est aujourd'hui. trop tôt. Mmh. Ouais et c'est trop tôt, j'ai l'impression en tout cas que ça va pas se faire dans les 2-3 ans, tu vois? J'ai la Ouais. sensation que je ne suis pas prioritaire non plus, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent et cetera. Donc tout ça, tout le côté un peu, ne bouge pas, n'évolue pas de suite. Moi, ça m'enferme. Ça m'enferme, j'en ai trop sous le pied et je me sens, bridée. Hem, donc comme ça n'est pas attendu sur mon poste, je soulève la question de: «Est-ce que je peux monter ma boîte en parallèle de Mmh. Chanel?» puisque j'ai une clause d'exclusivité. Est-ce qu'on peut la faire sauter? Est-ce que je m'apprête à faire? Ah oui, parce qu'à la base, je je cherche d'abord un poste de salarié, enfin dans de coach dans le salariat et Ouais. là, je me rends compte qu'il n'y a pas de poste de coach dans le salariat, que tous les coachs, généralement sont, indépendants. Donc je Donc toi, défends un peu. l'entrepreneuriat, c'était pas forcément un sujet à ce moment-là? Non, pas du tout. C'est tu l'as Moi, je suis découvert aussi, en par la après la force des formation, quoi? choses, ouais, Ouais. entre gui ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis une très bonne salariée, j'aime être dans une équipe, j'aime avoir un manager, souvent des gens qui m'inspirent. Ouais, ouais, non, moi, j'ai jamais, rêvé, d'entrepreneuriat. Vraiment, c'est, à la base, tu m'aurais trouvé un poste de coach, dans le salariat, ouais, j'y serais allée, volontiers. Mais en fait, il se Et en passe même que temps, dans ce que tu dis, il y a quand même cette sensation, tu vois, de d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de plus, d'avoir envie de plus de liberté sur ton poste. Et c'est vrai que le salariat, ça peut être très encadrant, avec oui, des fiches de poste hyper définies, où tu peux pas empiéter sur le travail de l'autre. Et c'est normal, il faut qu'il y ait une structure quand même quelque part pour que ça fonctionne bien. Et donc toi, tu as déjà cette volonté, tu t'en rends compte, même si tu mets pas de mots forcément dessus, ou de conscience de, bah, je m'épanouirais peut-être plus en étant à mon compte. Il y a quand même déjà cette volonté que tu décris. oui. Mais je l'avais pas Conscientisée. conscientisé. Ouais, complètement. Donc ce qui se passe, c'est que, voilà, je cherche une, «porte de sortie» entre guillemets, enfin je cherche à Mmh. pas tellement une porte de sortie, mais en tout cas à exploiter mes compétences en coaching. J'ai pas le désir de quitter Chanel, de suite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, je trouve pas de poste et donc c'est là que je me dis: «Bon, bah, pourquoi pas, faire mes petites séances de coaching, en parallèle de Chanel». Moi, je bosse du mardi au samedi. Donc j'ai le lundi de disponible pour monter ma boîte. Et puis j'allais proposer des choses qui n'ont rien à voir avec la vente de Mmh. cosmétiques. Donc je me suis dit, il y a Ça fait aucune pas concurrence. concurrence. Absolument pas. Et là, je soulève le point en rendez-vous et la réponse qui m'est donnée, c'est, «On va voir», mais ça veut juste dire,
Non. Non. Moi, je comprends, non, c'est gentil, Mmh. mais voilà, c'est une On veut façon pas de te faire évoluer, mais on veut pas que tu évolues non plus de ton côté, quoi. moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Je l'interprète comme ça et puis je relance et puis j'ai pas de réponse. Il y a un moment, voilà, il se passe que on est en janvier 2020. Ça fait pas tout à fait 1 an que je suis dans la boîte et je discute avec mon père et il me dit: «Tu sais, Joy, tu as les compétences de coach». Ça y est, je venais d'être certifiée depuis, quelques mois et il me dit: «Tu as les compétences de coach, vas-y, cette année, tu lances ta boîte». Et en fait, mon père est entrepreneur et j'ai l'impression qu'il m'a donné un Mmh. feu vert, tu vois? Qu'il m'a dit, Ouais, voilà, tu as le droit. ouais, tu as le droit. Et en fait, peut-être que j'attendais, ça, je sais pas, peut-être que je manquais de confiance en moi. Et à un moment, je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment le coaching que je veux faire et le poste que j'ai aujourd'hui ne me permet pas Mmh. d'aller dans, mes missions de rêve, de faire exactement ce que je veux. Il va falloir attendre, avant d'évoluer. Bon, ben, peut-être que c'est le moment, en fait, de me lancer». Et je pose ma démission, quelques semaines avant le premier confinement. Voilà. Ah ouais! À une période où on est dans un espèce d'immobilisme, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais voilà, moi j'ai Ouais, posé, puis ma démission. démission, ça veut dire pas de chômage. Donc tu vas vraiment, Je suis «sans prête, ouais. sécurité» entre guillemets, quoi. Ouais, je suis prête à me lancer, ouais. Alors à l'époque, il y a eu des petites, comment dire? Il y a eu des assouplissements de règles d'accès au chômage, donc j'ai quand même OK. pu en bénéficier avec certaines conditions. Mais effectivement, avant que ça n'arrive, ouais, je pose ma démission, en me disant alors, j'avais un peu le projet de reprendre un poste, salarié en parallèle, un petit truc, Mmh. qui puisse, voilà, me faire, des rentrées d'argent, mais en tout cas, j'étais prête à me lancer, ouais. Je pense que mon désir d'être coach était plus fort que, une sécurité de l'emploi ou le statut de la maison Chanel, puisque voilà, il y avait beaucoup d'avantages aussi à être dans Et une oui, si belle maison, voilà quoi. Donc ouais, il se passe ça et c'est le début de l'aventure de Gold Digger, du coup. trop bien. Bah, c'est trop chouette en tout cas, c'est hyper inspirant comme parcours parce que pour le coup, moi j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui sont très ancrées dans leur confort, alors qu'ils sont pas forcément dans des maisons de luxe pour autant avec, voilà, mais qui ont quand même des avantages à être salariés et des avantages avec leur entreprise et je sais pas, tu me diras si toi aussi dans ta carrière, d'accompagnement, professionnel, tu as rencontré des personnes comme ça, mais ce truc de, oh je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne et je trouve que ton profil et ce que tu décris est hyper inspirant parce que tu t'es dit: «Bah, en fait, c'est plus fort ce que moi je projette et ce que j'ai envie de faire que la situation que j'ai actuellement, même si elle est confortable, même si elle me plaît, même si voilà, je suis dans ma zone de génie et cetera» et tu t'es mis dans une certaine instabilité professionnelle, financière et cetera, mais c'était pour aller vers finalement ce qui te plaît vraiment le plus. Donc je trouve que c'est vraiment un beau message aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui envisageraient de se reconvertir, qui ont peur et bah, Mmh. de se dire, bah, quand on a trouvé la chose qui nous plaît vraiment le plus, qui nous épanouit à tout niveau, bah, c'est plus fort que la peur, finalement. Après, je t'avoue que j'ai pas non plus fait trop la tête brûlée, c'est-à-dire que je savais que j'avais déjà les compétences pour devenir coach. J'étais déjà, formée. Ça, je l'avais quand même fait en parallèle de mon job, donc c'était validé. J'avais cette, croyance aussi que, bah, si ça capotait, le projet, je pouvais tout à fait retourner dans le salariat. En fait, à un moment, Ouais, rien n'est c'était pas figé. parce que exactement, c'était pas parce que je me lançais dans une nouvelle aventure que, Mmh. ça allait être ça pour, toute ma vie, voilà et que, il y avait pas de retour en arrière possible et ça, c'est important aussi de se dire que bon, bah, si ça nous convient pas, on peut rebifurquer et voilà. Hem J'avais quand même, financièrement parlant, assuré mes arrières. Je suis pas partie non plus, comme ça. J'avais un peu des sous de côté, j'avais une stabilité financière dans mon couple. Il y a des choses qui, peut-être, ont facilité le passage à l'action. Mais par contre, c'est vrai que, dans ma carrière, le plaisir est toujours passé, avant la stabilité, je pense. J'ai toujours cherché à me faire plaisir. J'ai toujours cherché à aller, vers des managers, vers des postes, vers des Mmh. entreprises qui m'attiraient. Ouais, c'est hyper important et quand il y a pas de plaisir, j'y arrive pas moi, j'y arrive pas. Je pourrais pas travailler sur un job purement alimentaire. Alors bien évidemment, s'il y a pas le choix, oui, bien sûr que, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, le choix. Le plaisir est important. C'est un gros moteur, ouais. Ouais et puis on n'est pas obligé non plus d'opposer, tu vois, le plaisir à la stabilité Bien parce que, sûr. les 2 peuvent aller ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine prise de risque dans ce type de parcours-là. Mais prise de risque ne veut pas dire se lancer, comme tu dis, sans savoir trop où on va, ce qu'on fait et sans sécuriser quand même le Oui. le projet. Bah, c'est aussi ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est
de se reconvertir, de changer ou de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut pas dire que bam, du jour au lendemain, je démissionne, j'ai pas d'argent de côté, j'ai une situation où je dois nourrir 3 enfants en étant Mmh. célibataire. Non, c'est pas une bonne solution non plus. Et on peut aller chercher le plaisir avec des étapes, avec des transitions, avec voilà, il y a plusieurs façons d'aller vers le plaisir, mais en tout cas, de placer le plaisir comme et l'épanouissement, même, je dirais, comme élément prioritaire dans sa carrière quand c'est possible. Parce qu'il y a des personnes qui ont des contraintes qui font qu'on ne peut pas. Mais en tout Oui, cas, c'est hyper, je trouve, enrichissant de se dire que ben, c'est un driver qui est plus fort et plus important, plus impactant que l'argent, qui reste important aussi parce qu'on est dans une société où on a besoin d'argent pour vivre dans tous les cas. Mais moi, j'aime bien dire aussi souvent, et je trouve que c'est assez pertinent, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, l'argent n'est pas un élément motivant, et c'est une grande anxieuse financière qui te le dit, mais ça peut être un élément démotivant. C'est-à-dire que peu importe le montant que on va générer, ça sera jamais à lui seul l'élément qui va nous permettre de rester sur un poste, même si on génère des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Par contre, si on n'est pas payé à sa juste valeur, si on n'a pas le train de vie qu'on se souhaite, ça peut nous démotiver. mmh. Mais l'argent seul, pour moi, n'est pas un élément suffisamment motivant pour rester dans une carrière qui ne nous convient pas sur tous les autres points. Je connais des gens qui restent dans des carrières parce que la motivation première reste l'argent, mais c'est vrai que moi j'ai la croyance que on peut gagner de l'argent quel que soit le métier. Et tu vois, même si j'allais peut-être vers un démarrage dans l'entrepreneuriat, j'y connaissais pas grand-chose. On associe souvent entrepreneuriat et surtout démarrage dans l'entrepreneuriat avec instabilité financière. Mmh. Bon, bah, j'avais quand même la croyance qu'au bout, j'allais générer de l'argent. Et donc, en fait, c'est ça que je pense qui me faisait peut-être pas si peur. Tu vois, je me disais, bon, bah, dans tous les cas, à un moment, je vais devoir être payée, je vais générer de l'argent. Donc, let's go. J'en générais chez Chanel, chez Dior. Il n'y a Ouais, pas de là, raison que je n'en génère plus, ouais. tes compétences de commercial, pour le coup, elles t'ont été vachement utiles, j'imagine, du coup, pour démarrer dans l'entrepreneuriat, parce que ben, quand on est entrepreneur, on a plein de casquettes, plein de métiers, et notamment, bah, faut qu'on vende nos compétences, faut qu'on vende ce Oui. qu'on a à vendre, que ce soit un service ou un produit. Donc, j'imagine que tes expériences dans le commerce et de vendre plein de choses différentes à plein d'interlocuteurs différents, ça a dû t'aider, ça a dû jouer dans ce développement d'activité. Oui, complètement. Et surtout, le fait de venir du luxe. En fait, le luxe, on vend pas, on ne vend pas, en fait, on crée de la magie. On Ouais. crée du désir. En fait, ce que j'avais appris dans l'industrie du luxe, c'est à créer des relations avec, les clients, à, les écouter, à comprendre leurs besoins, à les chouchouter, à être aux petits soins dans la relation, à les fidéliser. Et Mmh. je pense que c'est surtout ça que j'ai gardé. Hem, ouais, je pense que c'est surtout ça, le fait de créer du lien. Et aujourd'hui, je vends comme ça, en fait. Je vends, Mmh. via mon réseau. Mes premiers clients, c'était des gens de mon réseau, de mon école de commerce. Le fait d'avoir toujours eu une bonne carrière où j'ai toujours été sérieuse, j'ai toujours aidé mes collaborateurs, j'ai toujours été disponible, etc. Les gens se sont façonnés en fait une image de moi qui est positive dans la sphère professionnelle. Et aujourd'hui, quand je vais démarcher les gens, ils disent ah oui Joy, c'est vrai, on a travaillé déjà ensemble, on a été à l'école ensemble et le fait, c'est comme si pendant des années, sans me rendre compte, j'avais préparé le terrain. Ouais. Et aujourd'hui, bah, les gens ont une image positive parce que, bah, voilà, j'ai toujours, bien bossé, j'ai été sérieuse. Même quand je suis partie de chez Dior, j'ai pas claqué la porte, comme ça, tu vois? J'ai expliqué que j'avais, ce projet avec mon mari et cetera et ça a été très bien entendu. Mais, voilà, je pense que j'ai toujours, bien fait les choses et aujourd'hui, c'est comme ça que je vends et ouais, c'est un mix entre un personal branding qu'inconsciemment j'ai travaillé et ces techniques de relationnel du luxe où on est vraiment dans le partage, dans l'écoute de l'autre. J'entretiens encore mes relations, bah, c'est marrant, la dernière fois que je suis allée à Paris, c'était il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai quand même réussi à aller manger dans les bureaux de chez Dior alors que ça fait, plus de 10 ans que j'y suis plus parce que, ben, voilà, j'ai envoyé un texto à mon ancienne manager Ouais. qui m'a dit: «Ben, passe nous voir» et il y a encore des portes qui sont ouvertes, voilà quoi. Donc ouais, je pense que ce que j'ai Le appris dans l'univers relationnel, finalement. ouais, oui, exactement. Ce que j'ai appris dans l'univers du luxe, les contacts que j'ai fait aussi m'ont, grandement aidée pour le lancement de Gold Digger. Ouais. Et est-ce que tu te fais accompagner? Alors, tu t'es fait coacher
pendant, ta formation de coaching? Est-ce que tu es toujours, coachée à ce moment-là? Est-ce que tu fais d'autres formations, d'autres accompagnements pour t'aider à aller vers cette voie qui finalement est nouvelle pour toi et comme tu le disais tout à l'heure que tu connais pas, encore? Comment tu gères cette transition? Alors, pour le choix de mon métier, ça a été, très, très clair. Voilà, je savais que je voulais faire du coaching. Dans la formation de coach, effectivement, j'ai été, maintes et maintes fois coachée parce qu'on s'entraînait les uns sur les autres. Donc ça m'a grandement aidée pour, moi, ma confiance en moi, pour valider mon projet aussi. Maintenant, une fois que je suis lancée, oui, effectivement, alors au début, je fais un peu l'erreur de suivre beaucoup de comptes Instagram qui parlent d'entrepreneuriat. Je consomme un peu tout, tu sais, les workbooks gratuits, les trucs, voilà. Et je me noie dans, consommer, trop d'infos, apprendre tout et n'importe quoi et n'avoir pas de stratégie. Donc rapidement, j'abandonne et je me lance et au bout d'un an, je me fais former. Je rejoins un programme sur 6 mois, ouais, pour apprendre les bases de l'entrepreneuriat et je viens reconsolider des fondations. Donc c'était une bonne chose à ce moment-là, mais avec du recul, peut-être que ça aurait été plus intéressant de le faire plus tôt. Mmh. Au lieu de remettre en place des fondations, ça aurait été intéressant de poser juste des bonnes bases saines. Mais bon, je pense que j'avais peut-être pas les moyens à ce moment-là de me faire former. J'avais l'envie d'avancer C'est ça. rapidement. Donc, ouais. Au début, enfin moi si je prends aussi mon cas, au début tu as envie de faire seul quoi, de tester, de découvrir, et après une fois que tu te heurtes à tes propres limites ou à des choses que tu comprends pas, que tu connais pas, c'est là que tu vas aller rechercher, quel type d'accompagnement ou de formation pourrait t'aider. Mais une fois que tu découvres aussi ces formations-là et ces accompagnements-là, tu dis: «Ah mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt?» Mmh, Mais c'est vrai que tant qu'on exactement. n'a pas conscience de nos limites, c'est difficile de se dire qu'on a besoin d'aide quoi. Oui, et puis tu vois, ça c'est un conseil que je donne aux personnes que j'accompagne lorsqu'elles ont envie de se faire former. C'est d'abord identifier ce que tu souhaites apprendre, lister aussi les conditions dans lesquelles tu souhaites apprendre. Est-ce que tu veux quelque chose en visio, en présentiel, sur combien de temps, pour quelle fourchette de budget, avant de se lancer, parce que chaque organisme de formation, il va de son Mmh. marketing et on peut très très vite se perdre dans les pages ou les comptes Instagram des formations et ouais, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à me lancer. C'est parce que, dans une formation en tout cas, parce qu'il y avait, beaucoup trop de choses Ouais. et que je savais peut-être pas forcément ce qui me correspondait. Oui, donc aussi le temps de trouver, la personne ou l'accompagnement, qui répondra à ce que toi tu te souhaites, quoi. Exactement, oui. Et donc si tu nous parles un petit peu plus de ton nouveau métier, de ce que tu fais plus précisément, en quoi ça consiste? Alors en fait, quand j'ai, appris le coaching, je me suis très, très vite rendu compte que j'aimais coacher une typologie de problématique, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'aime accompagner sur la carrière. Pendant quasiment 5 ans, j'ai accompagné des personnes qui voulaient quitter le salariat pour entreprendre parce qu'en fait, dans mes années de salariat, j'ai vu beaucoup de gens souffrir au travail. J'ai vu beaucoup de gens, ne pas se sentir bien, avoir envie d'évolution professionnelle, mais ne pas savoir comment s'y prendre, et cetera. Et moi, je concevais pas qu'on se sente mal au travail. Pour moi, Mmh. c'est pas Bah oui, possible. le Encore une plaisir. fois, le plaisir, exactement. Donc, je ne concevais pas qu'on puisse aller au travail la boule au ventre, stressé, pas bien. Et donc, j'avais envie d'aider toutes ces personnes-là. J'en aidais quand j'étais salariée, je parlais avec mes collègues, j'aide encore mes amis. Et donc, quand j'ai lancé Gold Digger, je me suis dit, voilà, je vais aider ces personnes à se sentir bien au travail et à faire leur transition professionnelle s'il y a besoin de changer de métier. Mmh. Au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que ce que j'aimais encore plus, c'était aider les personnes qui voulaient quitter le salariat pour vraiment entreprendre, les personnes qui avaient un projet, une idée de business. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai encore respécialisé Gold Digger. Je me suis encore renichée. Et aujourd'hui, voilà, j'accompagne les personnes qui veulent être entrepreneurs. Je les accompagne donc sur 2 volets. Déjà l'idéation, valider une idée de projet. Des fois, on a une idée, voilà, dans un coin de notre tête, mais on ne sait pas si ça a du potentiel. On en parle à nos amis, à notre famille, mais voilà, on a besoin d'un regard, extérieur. On a besoin d'avoir quelqu'un qui puisse valider avec nous l'idée de projet. Donc ça, c'est une des choses que j'adore faire et une fois que les entrepreneurs sont lancés, bah, j'adore leur transmettre, en fait, mes techniques de commercial puisque malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et puis passer les 6 premiers mois, on est un peu tout feu tout flamme, c'est Mmh. nouveau, mais on n'arrive pas toujours à pérenniser son business, à faire rentrer des nouveaux clients. Et comme tu le disais, c'est vraiment le nerf de la guerre, le commercial. Donc vu que j'ai ces compétences-là, vu que je les utilise pour moi au quotidien, j'ai envie de les transmettre. J'ai envie d'aider les gens à trouver des clients en réseautant,
en développant vraiment des connexions saines avec les clients et en les fidélisant. Donc, c'est vraiment ce que j'ai appris. Je capitalise en fait. Tu as vu beaucoup Ouais, sur c'est mes ça. compétences C'est ce que j'allais dire, c'est un pour mélange de Belzile. formation, de commercial, et d'entrepreneuriat qui était, en toi, mais que tu avais pas forcément conscientisé et finalement tu as fait émerger tout ça, vers, une activité qui regroupe, et les compétences et ce que tu aimes faire, principalement aussi. Donc, c'est un Exactement. bon exemple d'épanouissement, dans sa carrière, quoi, Oui, et je suis finalement. très, j'ai besoin de me sentir légitime. Mmh. Tu vois? J'ai besoin de savoir, de maîtriser ce que je propose, aux autres, voilà, c'est un besoin que j'ai de maîtriser, d'être experte dans mon domaine et donc forcément, j'avais pas envie, de parler, par exemple, de community management si c'est pas mon expertise. Par contre, le commercial, la Mmh. reconversion pro, je les ai vécus, voilà, Et tu as été j'ai aussi fait. formée pour ça. J'ai été formée, bien évidemment et donc c'est pour ça que j'avais envie d'apporter tout ça à mes clients. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour, tout ce que tu nous as partagé. Est-ce Merci. que tu aurais des conseils pour les personnes qui auraient envie de se reconvertir, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou de changer de métier dans le salariat, enfin vraiment tout type de reconversion professionnelle? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là qui se cherchent et qui savent pas trop par où commencer? Ce serait quoi que tu leur dirais en premier? De ne pas rester seul. On a tendance à très longtemps rester seul, à pas toujours demander de l'aide, à peut-être avoir honte, le regard des autres. Ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser de mon idée ou de moi, de mes envies? Alors qu'en fait, c'est en discutant avec son entourage ou avec des professionnels de la reconversion, de l'accompagnement, qu'on peut avoir de nouvelles idées, qu'on peut se rassurer et qu'on peut enfin passer à l'action. Donc si vous sentez que ça fait un moment qu'il y a une idée dans un coin de la tête, mais que le passage à l'action est difficile et long, qu'il y a des doutes, faites-vous accompagner ou au moins discuter. Au moins, ne serait-ce que discuter avec des gens qui font le métier qui vous intéresse, ou avec des entrepreneurs si c'est l'entrepreneuriat qui vous intéresse et que vous n'y connaissez rien. Parlez avec des gens, sortez de votre petite bulle pour aussi ancrer votre projet. Je trouve que quand on parle d'un projet, il prend forme, tu vois, il devient Ouais. beaucoup plus réel. Donc ça serait le premier conseil que j'aurais à donner. Et le deuxième, c'est que moi j'ai toujours la croyance que le marché du travail, de l'emploi est grand. Une vie professionnelle, c'est plein de petites carrières. Et si un projet s'arrête, il peut y en avoir un autre. Et puis même si ça se casse la figure à un moment, eh ben on peut encore rebifurquer. Et puis de toute façon, ça ne veut même pas dire que ça va se casser la figure. Mais j'ai cette croyance qu'il y aura toujours quelque chose. Mmh. Donc en fait, j'ai jamais peur de perdre quelque chose parce que si je perds un truc, l'univers va m'en redonner un autre. Tu vois, j'ai vraiment Ouais. cette croyance-là et ça m'aide. J'ai Mmh. Ouais. presque peur de rien parce qu'en fait, ouais, bah, si ça marche pas, il y aura autre chose, quoi. Et Cette capacité à rebondir, en fait. complètement. Bah, tu vois, je pense que l'Australie, voilà, l'Australie, Complètement. la porte, elle s'est fermée du jour au lendemain, hein. À midi, on Mmh. m'a dit: «Tu plus de De visa». À visa. 17h, j'ouvrais mon ordinateur, mon téléphone portable et j'avais mon aller simple pour rentrer en France, tu vois? Ouais. Donc je pense que ça m'a appris, à rebondir et aujourd'hui, j'ai peur de rien parce que même, voilà, si un projet devait s'arrêter, j'ai tellement de compétences, aujourd'hui développées avec tout ce que j'ai fait que je saurais rebondir et j'ai la même croyance pour mes clients. Voilà, ils pourront rebondir, quoi qu'il se passe. Donc Et pas que pour tes clients parce que, tu l'as aussi, pour moi. oui, exactement. Bah, toutes les personnes, à qui j'en parle, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager. Ouais, Ayez mais ça, c'est confiance hyper en vous, inspirant pour le coup. Mais je ouais. pense que c'est ce que j'allais dire, c'est que tu dois avoir, certainement, un socle d'estime de toi et de confiance en toi qui est, qui n'est pas, ébranlable à la moindre, petite, brise, de vent et ça, c'est quelque chose d'hyper inspirant, déjà, personnellement, parce que c'est Mmh. super, chouette de pouvoir, bah, se valoriser soi-même. On est la première personne, hein, Ouais. à devoir, je pense, voir sa propre valeur avant d'être Mmh. validé par les autres et je trouve que c'est, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose qui transperce beaucoup dans ce que dans l'énergie que tu renvoies et qui permet justement à soi-même, d'aller vers ça aussi. On a envie quand on te voit, parler de toi, tu vois? C'est pas: «Oh, je suis super génial», tu vois? Il y a pas un côté du tout arrogant, c'est plein d'humilité, c'est je pense que c'est un socle qui est nécessaire à tout le monde et de l'avoir et de voir que ça te permet justement d'aller vers plus de plaisir, d'aller vers des projets, sans cette peur, mais en sécurité, hein. Le but, c'est pas de encore une Mmh. fois, se lancer, dans n'importe quoi, n'importe comment. Moi, je trouve que c'est inspirant donc déjà moi, ça m'inspire personnellement et en plus, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes qui nous écoutent et donc merci pour ça et merci d'être toi, finalement.
Bah, écoute, merci et je pense que j'ai envie de te dire, ce qui m'aide à être comme ça aujourd'hui, c'est que je recherche plus la perfection. Voilà, j'en ai plus rien à faire. Il y a peut-être une période de ma vie, de ma carrière où je recherchais la perfection parce qu'on a envie de plaire, on a envie de bien faire. Là, aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où en fait l'entrepreneuriat, ça peut être très ingrat, hein, qu'on se le dise, hein. On se prend des petites claques, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Et en fait, je pense que j'arrive à un stade où, bon, bah, quand ça marche moins bien, apprendre à rebondir et puis, plus forcément d'être dans une recherche de perfection, mais une recherche de progression. Ouais, Voilà, c'est plutôt ça. Et donc du coup, ouais, j'ai plus peur de grand-chose et j'ai envie de dire aux gens: «Allez-y, osez, ouais, testez et puis ça marche pas and so what?» Voilà, faites votre petit bout de chemin et ça ira très bien. trop bien. Bah, c'est un beau message en tout cas. Merci. J'ai une autre question pour toi, mais je pense connaître un petit peu la réponse déjà, mais j'ai hâte de voir si je me trompe ou pas. Est-ce que tu penses que la reconversion professionnelle est accessible à tout le monde et pourquoi? La reconversion professionnelle, oui. L'entrepreneuriat, peut-être pas forcément. Mais pour la reconversion pro, oui, j'ai envie de te dire que tout le monde peut, changer de voie. Par contre, à condition d'une chose, c'est vraiment de s'écouter. C'est-à-dire Mmh. que, on peut être très, très vite influencé par ce que les autres font, parce que les autres vont nous dire, nous conseiller. Le plus important, si on veut se reconvertir, c'est de commencer par une introspection. C'est de se regarder le nombril et de se dire: «OK, de quoi est-ce que moi j'ai besoin? Quelles sont mes envies? Qu'est-ce qui m'attire? Quelles sont mes conditions de travail idéales?» Si ça, c'est pas respecté, s'il y a pas cette colonne vertébrale, non. Moi, j'ai vu trop de gens changer de métier, bifurquer sans se poser la question de: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment?» Et en fait, la reconversion capote très, très vite. Complètement. Par exemple, voilà, j'ai un ami qui s'est reconverti du bâtiment au coaching sportif. Le coaching sportif en indépendant et aujourd'hui, il lui manque, un pilier important pour lui, la stabilité financière. Il ne le trouve pas dans son activité et il envisage une nouvelle reconversion, une reprise d'études pour aller vers un poste, certainement salarié et peut-être que s'il y avait une forte introspection au départ, l'identification de ses conditions de travail idéales, peut-être que ça aurait, évité, heu, de multiples changements. Je pense pas qu'il ait de regrets, mais voilà. Donc c'est ce que je dirais aux gens vraiment, regardez-vous le nombril. Ce qui est important, c'est ce que vous voulez vraiment Mmh. et ne suivez pas les tendances. Il y a des métiers qui sont très à la mode, mais ça veut pas dire que ça vous, correspond, forcément. Ouais, 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 c'est très vrai ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans savoir si ça leur convient, mais parce que c'est ce qu'ils voient partout, surtout Ce avec les qu'ils voient réseaux partout, sociaux. ouais et même l'entrepreneuriat, hein. Moi, je suis une fervente, je défends l'entrepreneuriat et j'adore accompagner les entrepreneurs, mais je pense que ça ne correspond pas à tout le monde non plus. Donc attention, il y a trop de tendances, il y a trop les réseaux sociaux glamourisent beaucoup de situations professionnelles. Ouais. Au début des reconversions, on parlait beaucoup, tu sais, de ce cadre de la finance qui devient, éleveur de chèvres dans le Larzac. On montrait des grands écarts professionnels comme si c'était facile, comme si tout le monde pouvait Ouais. le faire. Pareil, l'entrepreneuriat, on a l'impression qu'on va lancer son business, on va être à 5 000 € net par mois, dans les 3 mois d'activité, en vivant de chez soi, en bossant 5 heures par jour. Non, c'est voilà, pas forcément, comme ça et même dans Non. 99 des cas. Donc attention à tout ce qui est, trop, glamourisé. Ouais, Ouais, ça, on le dit souvent, dans le podcast justement parce que, bah, malheureusement, c'est ce qui fait le plus de bruit, donc c'est ce que les gens voient le plus, c'est ce qui appâte aussi et ce oui, qui permet beaucoup vivent, de leur business en véhiculant ce type d'image-là et en fait, appâtent des gens qui ont envie de cette même, vie et qui finalement, ben, vont potentiellement pas y arriver, parce que en fait, ça cache beaucoup d'autres choses, ce type de business-là. C'est déjà certainement beaucoup de temps passé à, monter plusieurs business avant que ça fonctionne, et de création de son réseau, de sa communauté. Enfin, c'est pas des personnes qui ont créé un business et qui ont fait, 10 000, le mois suivant, quoi. C'est certain. Mais ça, c'est pas ce qu'ils disent sur les réseaux parce que ça ne vend pas. non, c'est vrai que le goût de l'effort ne vend pas trop Mmh, aujourd'hui, mais dans tout ce qu'on c'est a, nécessaire. partagé, il y a toujours, de l'effort, il y a toujours, une remise en question et il faut être prêt à ça. Mais c'est un super, chemin, introspectif et de développement personnel. Je partage totalement. De toute façon, on est assez raccord, Oui, là-dessus. je pense. Je mettrai tous, tes réseaux, les liens que tu as envie de partager dans la description du podcast pour que les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'aller voir ton univers, puissent, venir te voir. C'est quoi, toi, tes projets pour la suite? Donc,
l'épisode va sortir là sur la fin d'année 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour Gold Digger? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les projets? Alors, cette année, c'est une année de stabilité chez Gold Digger, puisque les auditeurs ne le savent pas forcément, mais moi, j'ai accueilli un bébé il y a 5 mois. Donc, voilà, là, je suis en pleine recherche d'équilibre et je pense l'avoir trouvé avec ma nouvelle famille, ma fille, mon bébé. Donc, voilà, c'est vraiment une année de stabilité. Il y a un nouveau lancement, donc un accompagnement qui s'appelle Idées validées, justement pour toutes les personnes qui ont une idée de projet. On va pas les aider à trouver une idée, elles viennent avec leur idée, mais on va aller analyser justement cette idée, voir le potentiel, voir si l'idée leur correspond, voir les ressources dont elles disposent dans leur réseau, dans leurs compétences, etc. Et on va apporter un œil d'expert en fait sur le projet pour les aider à passer à l'action. Donc ça, c'est le nouveau lancement, Idées validées. C'est un coaching pour les personnes qui ont une idée, voilà, mais qui veulent la faire valider justement par des experts. Dans l'entrepreneuriat, du coup. Exactement, dans l'entrepreneuriat, dans la prestation de services, même si j'ai envie d'être un peu Ok. plus précise. Donc ça, c'est le dernier lancement. Et après, voilà, ça va être une année de stabilité avec tous les programmes qu'on propose déjà, la journée bootcamp, il y a des formations en ligne. Donc l'idée, c'est de faire vivre tous ces beaux programmes et en même temps de continuer ma vie avec ma famille de 4 maintenant. Donc année de stabilité pour Gold Digger. Trop bien. Merci beaucoup, Joy, pour tout ce que tu as partagé. Merci pour ta douceur Merci. et merci de nous donner et de nous délivrer toute cette valeur-là. J'espère que ça inspirera aussi beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!